Quand on part sur des trucs plus exotiques, par exemple le TF, donc le Trust Flow, entre ce que voit Google et les visions 100% outils. Là, tout de suite, ça devient... La personne qui vient me voir en me disant je veux acheter ce backlinks parce que le domaine référent il a 43 alors que celui-là il a 33, je le veux pas, je lui dis non, alors là attention, t'as rien compris. Moi je trouve un des cas qui est bien quand même, il t'envoie la liste en XLS, comme ça tu dis au moins toute la merde, j'ai quand même vachement de probabilité de la dégager si je prends que les TF à partir de 10, tu vois. Dans n'importe quel secteur d'activité, un mec qui complexifie au lieu d'essayer de te simplifier les choses et t'expliquer en mode 20-80 ce qu'il faut faire, c'est que tu peux faire des trucs très très compliqués en simplifiant et en essayant d'être pédagogique, tu vois. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on va pas parler d'IA, de GEO, de SEO, LLM. On va parler en fait du bullshit dans le monde du SEO. Ça va être très très marrant. Très marrant et à la fois instructif aussi parce que c'est des trucs, on va vous parler de choses qui sont donc un peu des scams, des petites arnaques ou plus ou moins éthiques, mais en fait surtout des panneaux dans lesquels il faut pas que vous tombiez si jamais vous êtes client, annonceur, si vous achetez des liens, si vous souhaitez faire grossir un site en SEO, si vous souhaitez traquer vos résultats. En fait, il y a plein de trucs un peu bullshit où au début on peut y croire et en fait on se rend compte que c'est pas du tout pertinent et que du coup on va dans la mauvaise direction à cause de certains trucs comme ça. Donc voilà, on va vous parler de tout ça. Le but c'est que vous puissiez esquiver un petit peu tout ça. Antoine, t'en penses quoi de ce sujet-là? Ouais, bah c'est un sujet sympa, on va pas vraiment parler de hard skill, donc comme je Ouais. disais pour rigoler, on va tirer à balles réelles sur certains qui font quand même des choses assez crades, donc pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Après, le but, en vrai, enfin, en tout cas, moi, c'est pas, je juge personne, tu vois. Par exemple, je sais que dans la vente de liens, il y a des choses qui sont faites, mais à un moment, si c'est ton business model, que le marché veut ça et tout, bon, tu vois, on n'est pas là même pour juger, pour dire, moi, je pourrais jamais faire ça, je pourrais pas me regarder dans la glace ou quoi. C'est vraiment juste dire, voilà ce qui existe, voilà pourquoi c'est bullshit, et donc pourquoi vous Ouais, et puis devriez le savoir. ils ont le droit de jouer à ce jeu, hein. Je pense qu'ils en Ouais, de sont ouf. conscients, tu vois, ils ont le droit de jouer à ce jeu. S'il y a des gens qui tombent dans le panneau, Mm. c'est, moi je trouve que ce qui me dérange dans ce genre de choses, tout ce qui est un peu en mode triche, arnaque et tout, c'est que c'est pas long. Je trouve que c'est pas long terme. Donc j'en fais pas, mais après, Mm. éthiquement, ça me choque pas. Il y a rien d'extraordinaire. Enfin, c'est pas comme, tu vois, c'est pas. Je trouve, moi ça me choque pas en termes de valeur, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas comme quelqu'un qui pourrait être méchant ou Ouais, violent, voilà, voilà. ou, tu vois. Pour moi, il y a pas, c'est tout. Il fait du business. Il trouve des Ouais. pigeons, il vend des liens, voilà, enfin, manipulation de courbes SEMrush et tout, c'est comme ça, hein, il a raison Ça s'il veut tease, jouer ça comme ça. tease. Ah, c'est vrai que la manipulation de coupe SEMrush, c'est quand même le truc numéro un, je pense. Mais il y a vraiment pas que ça. En fait, pour vous dire, je vais vous faire un peu le plan de l'épisode. On va parler des outils, des indicateurs d'outils qui sont un peu fucked up et pourquoi vous devriez pas tomber dans le panneau et justement, est-ce que vous devez tous les prendre en compte, etc. On verra que non. On va parler d'achat de backlinks. Donc là, tu as un peu teasé ça. Donc c'est globalement les métriques un peu gonflées, tout ça. Des liens qu'on peut acheter très cher et qui sont très nuls. On va parler des prestataires aussi parce qu'on est bien placé pour le savoir. Nous-mêmes avec Antoine, on fait n'importe quoi. Non, je rigole. Non, mais comme on connaît le monde des agences, le monde des freelances, on se connaît un peu entre nous. Moi, j'ai bossé dans une agence à Paris, une bonne agence pour le coup. Mais quand tu bosses dans une agence SEO, une belle agence, bah tu connais un peu les pratiques des autres aussi, parce que tu vois les propals, parce que tu entends des histoires. Enfin bon, bref. Donc voilà, les prestataires aussi, ça peut vraiment être des petites arnaques parfois, des trucs qui sont survendus. Enfin, il y a plein de points. Et on parlera, pour terminer aussi, des créateurs de contenu. Ça, c'est pareil. C'est pas des arnaques, mais voilà, c'est du bullshit. C'est des fois des conseils qui sont donnés pour faire des likes, pour faire des réactions, qui sont trop simplifiés. Donc voilà, on va tout prendre de A à Z. On va commencer par les outils et l'achat de backlinks, parce que c'est les deux gros trucs. Avant ça, du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi, je fais un petit rappel sur les perfs du podcast, comme d'habitude. On fera ensuite le petit retour semaine. Je vous le rappelle, vous avez les timecodes dans la description pour ceux qui veulent passer certaines sections. Du coup, on est à 1970 abonnés sur YouTube. Donc là, on augmente assez bien en ce moment. On va vraiment atteindre les 2000. Je le dis à chaque épisode, mais bon, en même temps, voilà, c'est une croissance de podcast, donc c'est pas du jour au lendemain. L'épisode avec le Head of SEO, enfin le gérant SEO plutôt de Decathlon, a très bien marché.
Donc Ouais, bah, on a fait 600 vues là en 6 jours, donc c'est vraiment pas mal, en même temps full valeur, donc ça ne m'étonne pas. Merci à tous ceux qui commentent sur YouTube. Et sur Spotify, toujours 115 notes, 5 étoiles. Donc merci à tous ceux qui ont pris le temps d'évaluer l'émission. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et d'ailleurs, on a fait un petit rebranding de MVP, un petit rebranding, c'est-à-dire que j'ai changé le petit logo là, parce que j'avais les cheveux longs, c'était plus possible. J'ai changé le petit logo, on a changé le slogan aussi un petit peu, la description du podcast. Bon, rien de fou, mais voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça mieux en tout cas. une refonte totale. Voilà, la refonte a pris moins de temps que celle des CEO Monkey quand Ah, même. je crois, un petit peu, moins de teaser aussi. Ouais, un peu. Il y a peut-être moins d'éléments, moins de personnes qui sont intervenues sur le projet, je pense. Mais voilà. Donc merci aussi aux personnes qui commentent sur Spotify. Hein, je le rappelle, c'est possible. Big up à Paul qui le fait pas mal d'ailleurs. Il se reconnaîtra. Et puis bon, on va y aller. Je rappelle les sponsors quand même. Donc merci à Totesio et à Linkuma de sponsoriser le podcast. Ça fait super plaisir. Donc Totesio, c'est si vous êtes à la recherche d'un outil, assistance sémantique, intention de recherche, bref, créer du contenu de manière un peu plus simple, plus rapide et être guidé sur cette partie-là. Et Linkuma, bah, évidemment, pour les backlinks, pas trop cher, donc à partir de 7 € le lien, avec des fonctionnalités sympas comme le fait de leur déléguer totalement votre campagne. Donc c'est eux qui choisissent en fait les sites sur lesquels vous avez des liens pour 0 € supplémentaire. Donc voilà, n'hésitez pas si ces deux solutions vous intéressent. On fait le petit retour semaine et puis ensuite on commence direct avec le plan. Antoine, toi, tu avais des trucs à me dire, je crois, sur la situation actuelle un peu financière et tout, non? Ouais, bah non, c'est parce qu'on en parlait avant, donc je lui ai dit, on Mm. en parlait à retour semaine, mais en gros, là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Make Profits. Fais de Genre, l'argent. le livre d'américain, tu vois. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que les 100 premières pages, il te dit pas comment faire du profit. Après, tu vois, de toute façon, moi, je connais le modèle. Hein, c'est modèle d'agence, c'est bah, surtout quand tu es mono-service. Mm. T'as pas besoin de chef de projet, t'as pas trop de postes qui gèrent pas de clients, donc c'est facile d'être rentable. En fait, c'est un système de portefeuille. Et il faut Ouais. être à 90% de son portefeuille, au minimum, monter même à 100%, et tu deviens rentable. Mais bon, malgré tout, j'ai acheté ce bouquin, tu vois, histoire de me brain fuck, parce que j'ai besoin d'être brain fuck là-dessus. Et en fait, en gros, c'est vachement intéressant. Parce que toute la première partie du livre, il explique qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à faire de profit parce que tout le monde tombe dans le même piège qui est de construire en fait un gouffre financier, tu vois, un truc qui bouffe et qui bouffe ta trésor, tu vois. Et Ok. en fait, bon, c'est vraiment quelque chose de très commun. Et c'est un effort mental qui est presque contre-instinctif quand tu lances une boîte de te dire je ralentis ma croissance, Ouais. je vais chercher le profit. Ça dépend peut-être des personnalités, mais moi, je m'en souviens, j'avais déjeuné avec un gérant d'agence qui, à l'époque, m'avait dit, ce qui compte, c'est pas, comment il avait dit, en gros, c'est pas d'être le fait de créer quelque chose de gros, tu vois, c'est de faire de la thune. Et Ouais. moi, j'avais réagi en mode, non, ce qui compte, c'est kiffer. Et du coup, je me mettais à fond dedans, et du coup, je prenais plein de risques, et l'intensité était plus forte. Sauf que dans le bouquin, et je suis assez d'accord, ils disent que c'est aussi un problème d'ego. Le fait de vouloir un peu, c'est un problème en mode je veux Ok, ouais, grossir, ouais. je veux grossir, tu vois. En gros, Ouais. j'ai trop d'ego et vachement intéressant. Donc un peu, tu sais, en mode psychologique, faut se brainfuck pour te dire, bah, en fait, même là, je dis non à un client, je vais chercher des plus gros clients et tout, tu vois. Il y a tout un aspect comme ça. Et à ce sujet-là, je suis en train de refaire mes devis, mes propals. D'ailleurs, je te les enverrai, Paul, pour pouvoir Ouais. travailler de manière un peu plus temps de travail 360 à être un peu moins cadré et de bosser avec des plus grandes marques. Donc voilà, Ok. je vous partage ça. S'il y en a qui montent des boîtes ou si vous montez des boîtes, il est fort probable que vous soyez dans ce profil aussi parce que c'est très commun de en fait un peu trop Ouais. fonceur et de pas vous réussir à vous verser vraiment des bons salaires et de faire de la trésor. Ce qui n'est pas simple, même pour une croissance saine en fait. La meilleure croissance saine, c'est tu fais de la trésor, tu réinvestis ta trésor dans la croissance et tout. Ça prend plus de temps au début, mais à terme, c'est ce genre de modèle qui fonctionne. Ouais. Bah, là-dessus, c'est vrai on est un peu opposés. Après, on n'a pas la même structure, évidemment. Mais en termes d'un peu de mindset, quoi, on pourrait dire, d'état d'esprit, moi, c'est l'inverse total. C'est vrai que je suis en mode, déjà, j'ai pas envie de faire un truc gros. Euh, je veux être très rentable. En même temps, en freelance solo, c'est facile d'être rentable. Hein. Je veux dire, il n'y a pas d'énormes trucs à faire, mais voilà. Quoique, j'ai quand même bien bossé mon acquisition. C'est pas le cas de tous les freelances non plus.
Et, euh, et ouais. Mais du coup, oui, c'est vrai que, en fait, moi, si je me mettais dans tes baskets 2 secondes là, que je voyais que par exemple, il y a certains mois, je suis pile à l'équilibre avec beaucoup d'argent qui rentre et beaucoup qui sort aussi. Franchement, moi, je serais pas bien, tu vois, parce que je sais que je sais pas, Ah bah, je, enfin voilà, peut-être que j'ai c'est été trop difficile, hein. habitué à encaisser, mais j'en sais rien. Mais... C'est difficile, mais c'est le cas en réalité pour quasiment toutes les boîtes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le cas aussi pour les très grosses boîtes, en fait. Tu te rends pas compte, mais les très grosses boîtes, elles se financent, elles font des emprunts et tout. Ouais, bah oui, Il j'imagine. faut pas croire qu'elles sont tous en mode, elles sont toutes en mode, on fait de la marge et tout, hein. Ouais, ouais. Bah, Bah de toute façon, si. l'auto-entreprise et vraiment la vraie entreprise, c'est deux moods totalement différents, je pense. Et du coup, peut-être que toi, tu serais peut-être le modèle agence, à mon avis, ça te risque de te déplaire parce qu'il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup d'humains et tout. Toi, tu serais peut-être plus à l'aise Hmm. dans un modèle SaaS, un peu plus où tu peux faire un peu plus de trésor chill. Ouais, non mais c'est sûr. En fait, pour moi, j'ai l'impression que le moyen de faire de la marge, c'est de sortir de la concurrence. Et pour sortir de la concurrence, bah, soit c'est une solution innovante et t'es le seul sur le marché, ce qui est super rare. Ou soit pour moi, tu fais du branding et du coup, les gens viennent pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. Et tu sais, ne pas être vu comme une solution, comme il y en a, comme tu vois, ne pas être vu comme une agence SEO, tout comme il y a plein d'autres agences SEO en France et tout, parce que sinon, bah, tu peux pas te permettre d'avoir des prix élevés. Tu vois, ils vont questionner, ils vont dire, bah, j'ai la même chose ailleurs et ils sont moins chers. Comment ça se fait? Ouais. Et plus, tu vois, après, je sais pas en agence SEO qui arrive très très bien à faire ça, mais bah en vrai, tu vois, moi dans ma tête, mais c'est purement dans ma tête, mais quand je pense à Uplix par exemple, je me dis, je sais que eux, ils ont cette DA un peu full Google Sheet, aucun Google Slide, enfin en tout cas, tu vois, plutôt la mentalité, full senior et tout. Et eux, je sais, mais parce que je les connais, hein, mais je pense pas que ce soit pareil pour tous les prospects, que eux potentiellement c'est une agence qui peut différer d'autres pour ça. Pareil, ou je sais pas, une agence qui aurait des process internes très très poussés et genre qui en parlerait sur LinkedIn et tout. Je pense que ça peut être le genre de truc qui fait qu'à terme les gens viennent vraiment vraiment que pour toi. Et là du coup, t'es pas juste une agence SEO, tu vois, après toutes les agences essaient de faire ça, tu vois. Hmm. Mais je sais pas s'il y en a beaucoup qui vraiment dans la tête des gens sont vraiment une agence différente des autres, je sais pas. Je pense Ben, pas. j'en sais rien. De quoi? Je pense pas. Je pense pas. C'est pas. En tout cas, on va peut-être pas trop traîner sur ce sujet, mais après, c'est un sujet bullshit SEO, les agences et tout. Mais je pense Ouais, on va en parler de toute façon. on est tout un peu dans le même modèle, hein. Au bout d'un moment, Ouais, ouais, je pense mais pas que tu une agence qui soit vraiment meilleure que les autres et tout, tu vois. Aujourd'hui, il y a un petit élément qui permet aussi de se distinguer et d'aller plus vite, c'est l'IA. Donc, celles qui vont ouais, réussir à intégrer bien l'IA à leurs prestations, ben, on en parle en ce moment avec le GEO, SEO LLM et tout. Là, ouais, de c'est bien, ouf. c'est assez différenciant, même dans la proposition commerciale. Il y a encore des agences qui sont que SEO, t'en as qui commencent à mettre de l'IA, qui parlent des SEO LLM et tout, automatisation et tout. Et c'est vrai que ça, c'est un élément différenciant. Hmm. Mais bon, dans les faits, on fait tous le même boulot quand même, quoi. Au bout d'un moment, Ouais, c'est ça, mais je pense quand même que d'une agence à l'autre, les process peuvent vraiment changer, quoi. Justement, si t'as une agence qui a réussi à automatiser plein de parties du truc, qui délivre plus, tu vois, ou je sais pas, tu peux avoir des agences, par exemple, regarde, toutes les agences font du contenu, sauf que si t'as une agence qui a un super pôle contenu avec des mecs très très chauds, ça se trouve, les articles, les pages qui sont pondues par cette agence-là sont vraiment beaucoup plus qualitatifs que ceux qui sont pondus par une autre agence, tu vois. Ça, c'est grave possible. ok. En mode, tu vois, tous nos contenus, nous, on a des quiz, on a des trucs de fou, on a des données structurées à fond, et puis les agences en face, elles font du contenu plus classique, tu vois, c'est possible. Après, bah voilà, faut en parler et tout, quoi. Enfin, bon, bref, de toute façon, c'est une parenthèse, à la limite. Voilà, mais... On va en parler euh, dans cet épisode du bullshit des agences aussi. On va ouais, pas de te ouf. jeter des fleurs, même des fruits, hein. Non, non, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Et bah, écoute, on va partir sur le plan directement. On a du coup les outils. Donc les outils, alors ça, c'est un sujet. Donc je le rappelle, hein, on va parler du bullshit dans le monde du SEO. On va commencer par les outils. Il n'y a pas d'outils vraiment bullshit, tu vois, en soi. C'est plutôt des métriques. Certaines métriques qui sont vraiment plus bullshit que d'autres. En fait, moi, je fais la distinction déjà entre ce que voit Google et les visions 100% outils. Et rien que là, déjà, on a un peu le cœur du problème, c'est que tu as des indicateurs qui sont 100% ce que voit Google, ou en tout cas, ça reflète ce que voit Google, type le nombre de domaines référents, Majestic SEO par exemple.
ça, d'accord, c'est le nombre de domaines référents va être propre à Majestic, il va en voir moins qu'un SEMrush ou quoi. Mais je veux dire, dans les faits, c'est un indicateur que Google peut voir, c'est voilà le nombre de domaines référents. Par contre, quand on part sur des trucs plus exotiques, comme par exemple le TF, donc ça pour reprendre Majestic, hein, mais tous les outils ont ça. Le TF, donc le Trust Flow, donc l'indicateur de confiance, là tout de suite ça devient un peu mystique, quoi. Et vous pouvez vous renseigner en général sur comment c'est calculé. La plupart des bons outils ont une page documentation par indicateur pour expliquer dans les grandes lignes comment c'est calculé. Et du coup, bah, vous voyez qu'effectivement, ça a ses biais, quoi. Donc, après, tu me diras ce que tu en penses, Antoine, mais en gros, juste pour terminer sur ce point, par exemple, du Trust Flow, donc tout ce qui est, c'est des indicateurs d'autorité. Donc, le TF de Majestic, il y a le DR, donc Domain Rating d'Ahref, il y a le DA, Domain Authority de Moz, et il y a l'Authority Score, donc AS, on pourrait dire, de SEMrush. En fait, ils l'ont tous, quoi. Et ça, en fait, c'est un indicateur qui est censé être voilà, de confiance. Trust Flow, c'est le jus de confiance. C'est mal traduit, mais voilà. Ouais. Et en gros, ça a pour vocation d'imiter ce que Google nous donnait avant comme métrique, c'est le PageRank. Donc, c'est la puissance, en fait, autoritaire de chaque page, de chaque site. Sauf que, bah, en fait, on n'a aucune garantie que, tu vois, c'est proche de la réalité. On n'en sait rien, en fait. On n'en sait absolument rien. Et d'ailleurs, d'un outil à l'autre, vous avez des scores différents. Donc ça, on vous l'a déjà dit sur MVP, hein, même il y a plusieurs années maintenant. Ça fait bizarre de dire ça, mais je pense qu'on vous l'a déjà dit il y a 1 an, voire plus. Mais c'est un truc à savoir. Je sais pas, Antoine, est-ce que toi, tu regardes déjà, si on parle juste vraiment des scores d'autorité des outils, est-ce que tu les prends en compte quand même un peu ou pas? Disons que je les regarde, je les prends en compte dans le sens où c'est un peu, tu vois, tu vois, c'est une prise de température générale, tu regardes le domain authority, tu regardes les différents indicateurs. Et par contre, la personne qui vient me voir en me disant, je veux acheter ce backlinks parce que le domaine référent, il a 43, alors que celui-là, il a 33, je ne le veux pas. Je lui dis, non, alors là, attention, t'as rien compris. S'il y a marqué 43, c'est pas parce qu'il est plus quali que celui qui a 33, ça se trouve, il est moins thématisé, ça se trouve même, il a été manipulé. T'as dit domaine référent, mais tu voulais dire domaine rating, je pense. Oui, mais moi j'aime bien je vais dire PageRank maintenant, puisque du coup Google. Donc non, mais ouais, nous on utilise SEMrush, donc c'est Authority Score. Mais en gros, un Authority Score, par exemple, vous allez sur la SERP agence SEO, je l'ai fait tout à l'heure parce que je la bosse la requête. Vous voyez les sites et vous voyez le nombre de backlinks et le nombre d'Authority Score et vous vous rendez compte que on a des sites qui ont beaucoup moins d'Authority Score, qui se positionnent beaucoup mieux que des sites qui ont des Authority Score et des nombres de domaines référents monstrueux. Moi, c'est une SERP intéressante parce qu'on sait qu'on la manipule, puisqu'il y a que des agences SEO, donc forcément, ça achète des liens, ça peut tout faire. Donc, c'est particulièrement parlant. C'est pas comme n'importe quelle SERP. Et on se rend compte que finalement, c'est pas celui qui a le plus de liens qui rank mieux. Je regardais tout à l'heure, c'est vraiment sur SEMrush, je crois, bon après c'est mon principe Majestic, mais le site de Paul Vengeon qui est très bien ranké sur agence SEO, sur SEMrush, t'es à genre à 30 domaines référents, tu vois. Alors que SEO.fr, ils sont à 1000, plus de 1000. Ah ouais. Bon, je sais pas s'ils se sont pris un blast ou quoi, tu vois. Mais bon, pour te dire que c'est vrai qu'il faut pas donner trop d'importance à ce genre d'indicateur bullshit. Ouais. Que Google est plus intelligent que ce genre de manipulation. C'est ça. Et encore une fois, voilà, la promesse, c'est en gros, on imite un peu la vision de Google, sauf que pas forcément. En fait, on n'en sait rien, tu vois. C'est une boîte noire. Donc, en fait, moi, je trouve un des cas qui est bien quand même, c'est si par exemple, mettons, mais c'est rare, hein, mais mettons, il y a un mec qui t'envoie un email. Bonjour, monsieur Verrière. J'ai accès à plus de 10 000 sites pour faire des liens, machin, truc. Ouais. Il t'envoie la liste en XLS. Tu la passes comme ça en bulk dans un outil comme Majestic ou quoi. Et là, tu tries par score d'autorité, tu vois. Comme ça, tu dis au moins toute la merde, j'ai quand même vachement de probabilité de la dégager si je prends que les TF à partir de 10, tu vois. C'est des sites qui ont un minimum de liens. Mais tu pourrais le faire aussi avec le nombre de RD et tout. Mais voilà, dans ce cas-là, je trouve ça bien. Mais faut pas. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ça a son intérêt. C'est en mode. Voilà, je prends la température, bam, je jette un coup d'œil à l'Authority Score. C'est parlant, mais après, c'est pas le truc qui fait la différence, que ce soit pour ranker sur un ou pour faire du netlinking. Ouais, clairement. Donc voilà, ça c'est pour les scores d'autorité. Ensuite, on a El Famoso trafic estimé, qui porte bien son nom, et souvent les gens l'oublient que c'est le trafic estimé. Rien que la dernière fois, attends, quelqu'un m'a envoyé un email. Donc là, je le dis en full bienveillance, hein, c'est pas du tout de la moquerie ou quoi, mais c'était très parlant.
Qu'est-ce qu'elle me disait? Je sais plus, mais en gros, elle me disait, voilà, j'ai fait une action sur mon site, genre, je me positionne mieux sur ce mot-clé-là, mais mon trafic SEMrush n'a pas augmenté, je ne comprends pas, alors que j'ai des visites ou un truc comme ça. Tu sais, elle pensait que vraiment, en gros, j'ai plus le truc exact, mais que SEMrush, c'était vraiment la vérité, tu vois. C'était, si mon trafic SEMrush augmente, c'est que j'ai vraiment du trafic en plus, ou inversement, si je gagne des positions ou que, je sais pas, ou que j'ai plus de leads en SEO, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui tombent sur mon site, donc mon trafic SEO devrait augmenter sur SEMrush. En fait, elle n'avait pas compris que c'était une estimation, donc je le rappelle, mais quand vous voyez trafic estimé, quand vous voyez le trafic sur SEMrush, c'est du trafic estimé. C'est notamment pour ça que vous pouvez accéder en fait au trafic de vos concurrents entre gros guillemets. Évidemment, vous n'avez pas accès à leur back-office, à leur Google Search Console, à leur analytics. C'est des estimations. Donc je le rappelle, mais comment SEMrush font pour ça? Ce qu'ils font, c'est que ils font un ratio entre le nombre de mots-clés sur lesquels vous êtes positionné, le volume de recherche de ces mots-clés-là et votre position. Donc typiquement, ils vont dire, voilà, t'es positionné 10e sur ce terme qui est recherché 200 000 fois, alors je pense que ça doit te générer X de trafic, tu vois, c'est un ratio. Sauf que du coup, bah, Antoine, tu vas peut-être pouvoir poursuivre de pourquoi c'est un peu fucked up et comment on peut manipuler ça. Ouais, bah oui, bah du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que bah déjà, même sans manipuler ça, il y a des incohérences qui peuvent arriver parce que par exemple, je sais pas, t'es mano mano et t'es 25e sur le mot chaise, sur le mot Ouais. générique, bam, tu prends, je sais pas, je dis au hasard 3% de 50 000 de trafic et ça fausse complètement ta courbe, même sans avoir Ouais. l'intention de manipuler, juste t'as plein de mots-clés et puis t'as des mots-clés Oui, un de peu ouf. génériques, beaucoup tapés. Et après, quand tu veux manipuler, bah du coup, on passe le bonjour. À Romain Pirotte, notamment, qui a démocratisé cette stratégie. Mais c'est en fait, tu vas te positionner sur des mots-clés euh, où il y a en fait, tu as des mots-clés, par exemple, j'aime bien prendre l'exemple des espaces membres des écoles. Genre, Mhm. je sais pas, t'es à Sciences Po, et tu vas avoir un espace membre qui s'appelle, bah, je sais pas, étudiant Sciences Po pour avoir accès à tes notes et tout. Bah, il n'y a pas de concurrence, sauf que le mot-clé, il est tapé tous les jours par les étudiants. Donc, gros volume de recherche. Tu fais une page là-dessus, sur un site qui vend des backlinks, il va tout de suite se positionner parce qu'il n'y a pas de concurrence. Ouais. Tu mets une bonne balise à champ, ça je trouve même parfois les écoles elles sont tellement pourries en SEO que tu vas être au-dessus. Tu vas Il y être a au-dessus du moyen. vrai espace membre Sciences Po, tu vois. Donc tu n'auras pas de Bon, trafic après, réel parce que faut doser, je pense. Faut pas que ce soit non, une école je trop dose, connue. mais tu vois, enfin, je vois bien en le SEO versus l'école, il n'y a pas photo quoi en termes d'optimisation de page, même ne serait-ce que Ah de bah balise, oui. tu vois, juste la title. Et du coup, bah voilà, tu vas te positionner, on va dire entre la première et la 10e position sur une requête à fort volume, par exemple 10 000 par mois. Bah, bam, tu manipules ta courbe. Faut savoir qu'en fait 3000 de trafic c'est gigantesque pour un site de service classique, parce que nous, on n'est pas non plus des sites de e-commerce, des milliers de pages. Donc en fait, un site qui fait réellement, non pas du estimé, mais du réel je dirais, 1000 et 10 000, c'est déjà une belle PME si elle est sur des requêtes transactionnelles. Ouais. Alors, dès que vous voyez des courbes bizarres et tout, enfin, c'est à partir de là. Enfin, je pense que les SEO se rendent pas compte quand tu fais que du SEO, pas pour forcer, genre en mode édition, etc., qu'une boîte qui a genre de la transactionnelle sur genre 1000 visiteurs par mois, elle peut faire plus d'un million de CA, tu vois. Rien que grâce au SEO, parce que par exemple dans le service SEO, nous, un site qui est transactionnel sur les requêtes agences SEO, services, etc., il a 5000 par mois de transactionnel, il fait partie des plus gros. Ouais. Mais voilà, ça remet un peu les choses en place au niveau du trafic estimé versus trafic réel, etc. Ouais. C'est complètement biaisé. Ouais. Donc c'est ça. Si vous voulez une alternative à ça, au trafic estimé, bah tiens, on va donner des alternatives. Juste avant, on a parlé des scores d'autorité. Une alternative au score d'autorité, ça peut être le nombre de domaines référents qui est beaucoup moins. C'est manipulable et tout aussi, mais je veux dire, au moins, c'est pas la vision d'un outil, c'est plus un chiffre compté, pur et dur. Et le trafic estimé, moi, ce que je vous recommande de regarder, c'est plutôt la part de mots-clés positionnés en top 3. Ça, c'est pas mal. Ou la part de mots-clés top 10, mais voilà, si vous voulez plus un truc trafic, c'est plutôt top 3. Donc ça, vous pouvez le voir assez facilement hein, sur SEMrush, c'est la petite ligne jaune, enfin,
ceux qui Surtout utilisent si SEMrush vous voient achetez, de quoi je parle. si vous achetez des liens, ça faut absolument le faire. Comme ça, tu te rends compte s'il y a de la manipulation. Parce que les gens Ouais, qui manipulent et qui mettent vraiment ce qu'on a dit des espaces membres, c'est que pour vendre des backlinks. Il n'y a aucun clairement. intérêt de faire ça quand tu veux monter un site sur le long terme ou quoi, tu vois. Ah oui, c'est Si t'achètes des vraiment, liens, faut regarder. Et c'est très, 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 très courant, hein. c'est ça. Je m'étais noté dans le plan aussi beaucoup de métriques d'outils en fait, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de métriques faites par des outils qui sont un peu biaisés. Je dirais pas bullshit, mais en tout cas biaisés. Je pense par exemple à d'autres indicateurs comme le TTF de Majestic SEO. Donc ça, c'est plus pour essayer de capter la thématique d'un site selon son netlinking et selon depuis quel site, de quelle thématique il reçoit des liens. Et ça, c'est quand même assez manipulable. Et on se rend compte dans les faits, hein, tu peux analyser un site de bricolage, il peut avoir une thématique adulte ou quoi en fonction des liens. Mais du coup, en fait, c'est une utilisation maintenant détournée, c'est-à-dire que ça rend pas compte vraiment de la thématique du site, mais pour voir s'il n'y a pas un peu des liens chelous ou quoi, ça peut être un indicateur assez sympa quand même. Ouais. Mais en gros, voilà, tous les outils faits par des outils, enfin toutes les métriques pardon faites par des outils, voilà, faut s'en méfier. Ensuite, on a la position moyenne Google Search Console. Je voulais en parler parce que Ah oui, ça marche c'est pas du tout. pareil. De quoi? Je dis, ça marche pas du tout, ça. La position Bah moyenne ouais, de c'est Google ça. Search Console, elle est complètement décorrélée de la réalité. Alors là, pour le coup, on revient sur ce qu'on a dit. Et là, pour le coup, les outils sont beaucoup plus performants sur le tracking de Ouais, position requête exacte. Je pense, ouais, moi, j'utilise le tracking de suite position SEMrush parce que, bon, forcément, vu le prix qu'on paye, il faut bien qu'on utilise leurs outils. Mais sinon, il y a quoi? Il y a MyPoseo, il y en a pas mal qui sont ouais, sympas. Monitorank, Monitorant, très Suite connu. Position. Mais la courbe orange sur une requête exacte, elle est toujours bien beaucoup plus basse en fait que la réalité, quoi. À part, je pense, quand Ouais. tu es premier depuis 5 ans, bah forcément, je pense que tu seras premier. Mais par contre, Hmm. quand tu gravites genre entre la 10e et la 3e place, c'est pas du tout réaliste. C'est ça. Déjà, si vous voulez vous servir un minimum de la position moyenne, il faut absolument, donc déjà ne regardez jamais la position moyenne d'un site au global, ça veut rien dire du tout parce qu'il y a plein de mots-clés qui vous intéressent même pas. Vous savez même pas vous ranker dessus 80e et du coup ça fucked up tout. Donc déjà ça c'est un premier truc. Et ensuite, ce qu'il faut vraiment faire, c'est regarder la position moyenne d'une URL spécifique sur un mot-clé spécifique. Et là, vous prenez même pas en compte la position moyenne en tant que telle, mais vous regardez bien plutôt la variation de cette position moyenne-là dans le temps. Là, ça peut être un peu parlant, en tout cas si vous rankez très bien. Après, le reste, c'est un peu bullshit, mais vous pouvez vous en servir comme ça. Moi, des fois, je la regarde, la position moyenne, par exemple, sur un mot-clé agence SEO où je suis positionné. Si j'ai envie de voir comment je varie à peu près en position, eh ben, je fais ça. Je vais sur ma Google Search Console, je fais requête exact agence SEO, je sélectionne ma page agence SEO et à ce moment-là, je peux regarder la variation, mais je prends même pas en compte le chiffre en tant que tel. Genre si ça me dit dixième, Exact. alors qu'en vrai je fais un SEO Hero Ninja et que je vois que je suis cinquième plutôt, bah voilà, je sais que c'est un peu fucked up. Mais pour la tendance, pourquoi pas? Mais il faut ça. Donc une requête précise, une page précise et une page qui rank quand même bien sur la requête précise. Parce que si vous rankez un jour sur trois, ça va pas être, ça va être aussi fucked up. Mm. Voilà. Ensuite, dans les outils, il y a un dernier truc que je voulais aborder. Donc il y en a peut-être d'autres, hein, mais il faut qu'on avance de toute manière. C'est le score PageSpeed Insight. Parce qu'il y en a qui, pareil, qui prennent ça pour argent comptant, alors que quand vous faites une recherche, je paye un test PageSpeed Insight avec votre page. Donc je le rappelle, PageSpeed Insight, c'est un score de web performance pour savoir si votre page charge vite et tout. Vous avez un score sur 100, sur mobile, desktop, vous avez les deux, mobile et ordi. Sauf que c'est un score qui est émulé. C'est-à-dire que normalement, vous pouvez voir dans une section sur quel appareil ça a été émulé. Et même, vous pouvez voir la puissance de cet appareil-là. Et donc, des fois, vous faites un test à un instant T. Ah ouais, je suis à 40, c'est dommage, Ok, il faut que je réduise les JavaScript, je sais pas quoi. Hop, j'installe le plugin sur WordPress pour faire ça. Je refais le test après. Ça se trouve, vous refaites le test après. En vrai, votre webperf fait mieux, mais vous avez 35 au lieu de 40 parce que juste avant, PageSpeed Insight faisait le test sur un super iPhone 16 Pro Max full qualité et qu'il l'a refait sur un vieux truc pourri. Et en fait, c'est ça, à chaque fois, c'est émulé. Donc, je vous invite à vous renseigner sur le sujet, mais vous pouvez voir normalement où est-ce que, enfin, avec quoi ça a été émulé. Et franchement, c'est intéressant. Donc, c'est un très bon outil, c'est super, mais le score en tant que tel varie d'un moment à l'autre. Au début, je comprenais pas trop pourquoi. C'est pour ça que j'ai creusé. Mais du coup, voilà, c'est la Bonne réponse. réponse. Moi, juste pour ce que tu Voilà, disais voilà. juste avant, le suite position.
vu que tu donnes les alternatives, donc oui, moi je mettrais pour le meilleur outil pour faire du suivi de position sur une requête précise, c'est un outil qui s'appelle SEO Hero Ninja, c'est ça? Ou même vous mettez SEO Hero Ninja, SEO Ninja, vous trouvez sur Google. Ouais, et si Hero Ninja, c'est pour voir en live, là, C'est ça, bah selon justement, Data Center, je ouais. pense, ça va émuler Data Center, c'est marrant ce mot-là, je le connaissais pas. Donc ça va simuler 10 data centers différents, ça peut être sur un téléphone à Paris, ça peut être sur un ordinateur à Caen, etc. Et donc ça donne vraiment une position exacte. Et après, suivi de position, par exemple, en effet, la Google Search Console, la courbe orange, même en étant sur la requête exacte et la page exacte, etc., c'est plus la tendance. Donc voilà, globalement. Et voilà, juste petite parenthèse Mhm. là-dessus. Ok. Écoute, on va passer à l'achat de liens, on a déjà un peu teasé. Donc pour moi, il y a deux soucis. Il y a les métriques bullshit gonflées et les gros liens nuls. Les métriques bullshit gonflées, donc c'est tout quand vous achetez des liens et qu'ils ont un énorme trafic estimé, je le rappelle, SEMrush, donc le lien coûte cher et tout, avec des gros scores d'autorité et un gros nombre de domaines références aussi, c'est assez facile à biaiser parce que même si c'est moins fucked up, je trouve, comme métrique et plus fiable, bah, vous pouvez quand même obtenir plein de domaines référents peu qualitatifs d'un coup pour pas trop cher et bah, du coup, ça passera. Ce qui est bien avec Majestic, moi j'aime bien Majestic, c'est que en fait, ça limite quand même le nombre de domaines référents parce que par défaut, il crawl un peu moins, je pense, le web que SEMrush ou quoi. Donc c'est peut-être un peu moins biaisé sur ce point-là. C'est une hypothèse, mais voilà. Donc faites attention à ça. Le trafic estimé, on vous l'a dit, s'il est gonflé, croisez toujours trafic estimé avec nombre de mots-clés positionnés en top 3. Allez toujours voir sur quelle position, sur quel mot-clé il se positionne, quelle position lui apporte le plus, enfin quel mot-clé lui apporte le plus de trafic et tout. Le score d'autorité, bon bah ça vous pouvez pas trop vérifier, mais voilà, hein, prenez pas trop en compte le score d'autorité de manière générale. Et nombre de RD, bah, n'hésitez pas à aller voir, ok, il a beaucoup de RD, mais quels sont ces domaines référents là. Et vous pouvez après, par exemple, vous avez des visions sur Majestic, c'est un exemple. Vous pouvez regarder justement la répartition du trust flow sur tous les RD. Et donc, il vous met des points là où il y a le plus de... Voilà, s'il y a beaucoup de points en bas, ça veut dire que la plupart ont des trust flow assez bas et inversement. Et donc là, c'est une bonne utilisation du trust flow, encore une fois, pour dégrossir plutôt une Ok. liste de sites. Voilà. Les gros liens nuls, je sais pas si tu as déjà vu ça, Antoine, mais c'est genre, tu vas acheter un lien sur un gros média bien thématisé. Genre là, y a rien y a rien qui est fake. C'est vraiment un gros média, une belle marque. Et en fait, bah, y a des problèmes. C'est-à-dire que tu vas avoir un lien depuis une catégorie en fait qui est pas maillée dans le site ou qui est mal maillée. Tu vas avoir un lien qui va être no follow, mais c'était pas Sponsor, précisé de base. Tu vas avoir un lien, sponsor, hein? je vais réussir. Sponsors, Ouais, je sais pas comment le dire. En gros, ouais, ouais, sponsored. c'est la balise normalement que tu dois avoir légalement sur un média. Hmm. Ouais, c'est ça. Pareil, des fois, tu as des mentions sponsor aussi, genre c'est écrit contenu sponsorisé et tout. Donc des fois, il y a des trucs comme ça, faut faire attention à regarder vraiment ce que vous achetez et des fois, vous pouvez avoir même des surprises. Moi, une fois, j'ai reçu un lien nofollow alors que c'était pas du tout dans le brief. Genre le lien était en nofollow et après l'éditeur, il te dit, le responsable du site, il te dit, oh là là, bah Ouais, oui, ce qui j'ai pas arrive fait souvent exprès, je sais aussi, pas c'est que c'est quoi. des liens Genre, temporaires. Donc en gros, ok, ce lien-là, il va durer 6 mois ou un an, alors il faut surtout pas ça, quoi, dans une stratégie. Il y a ça aussi sur les régies. ouais, c'est vrai. Généralement, quand tu travailles Yes, clairement. avec la presse, tu travailles avec des régies qui gèrent des groupes de presse. Ça c'est souvent ça. Donc, par exemple, je sais pas, tu travailles avec la régie Rossel, qui est le groupe nord et belge de La Voix du Nord, Le Soir. Tu vois, il y a pas mal de journaux de la région et ils vont avoir des plaquettes avec plein d'offres sur l'ensemble de leurs médias. Et là, du coup, tu vas avoir plein de conditions. Et du coup, il faut essayer de passer au-dessus de ça. Et c'est là que pour ça que généralement, le SEO en netlinking, il a un temps de travail. C'est pas forcément que sur de l'achat de lien, hein, mais sur 8 heures de travail, bah, il va aller démarcher une régie, comprendre un petit peu, justement, est-ce qu'il y a des liens pourris, même sur un gros site, etc. Ouais, yes, clairement. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour là, en tout cas sur outils et achat de liens. Il nous reste encore prestataires et créateurs de contenu, ça va être bien marrant. Je fais un rappel sur les sponsors. Donc, il y a Linkuma et Totesio. Donc, vous avez deux liens en description si ces solutions-là vous intéressent. Je vous rappelle pas ce que c'est. Je pense que vous savez très bien maintenant. On va partir sur les prestataires.
Parce que là aussi, il y a pas mal de bullshit qui est fait. Et là, ça peut être un peu plus violent, je trouve, parce qu'autant manipuler une courbe pour un peu vendre un lien, bon, il n'y a pas de gros dégâts. Autant un prestataire qui va garantir des résultats, ils promettent des choses un peu trop belles et qui va pas délivrer derrière, là, ça peut être, on peut parler de plusieurs milliers d'euros par mois qui sont mal investis, donc c'est un peu plus grave. Donc, prestataire, les red flags, c'est les résultats garantis, les résultats rapides. Les résultats rapides en SEO, ça existe, mais c'est dans des cas précis. Et s'ils sont promis comme ça, sans trop de justification, c'est Ouais. un peu bizarre. Par exemple, moi, j'étais en appel avec un prospect récemment. Il me dit qu'il a une belle marque, que la marque, elle est tapée dans Google, etc. Enfin, il y a vraiment des choses chouettes qui rendent déjà très, très bien en SEO. Là, je peux Ouais. lui promettre des résultats rapides. En tout cas, je peux Gros site d'autorité m'avancer avec sur des résultats rapides. très peu de SEO en fait. Ça c'est la thématique, enfin la typologie de site que tu vas pouvoir aller très très vite dessus. Par exemple, un site avec une belle marque qui a pas fait de balise, tu vois, ça nous est arrivé, donc c'est trop marrant. Tu prends la marque, tu leur fais péter leur Ouais, SEO, alors qu'ils sont déjà, tu sais, c'est déjà des sites à plusieurs millions ou milliers de visiteurs mensuels, mais juste sur de la requête marque. Donc là, oui, tu peux avoir du résultat rapide, et je crois que c'est une des seules exceptions, quoi. ouais, c'est ça. Ou pareil, une marque, sinon qui fait les choses bien d'un point de vue SEO, mais par exemple qui a un énorme potentiel à faire du search indexing et Ouais. qui l'a pas encore fait, ça, tu peux vraiment, avec une optie, tout changer, quoi. Après, il faut que ce soit bien paramétré et tout. On a déjà fait des épisodes à ce sujet-là. Mais voilà. Donc, tout ce qui est résultat garanti, résultat rapide, sans justification, c'est bizarre. Déjà, résultat garanti, c'est impossible, hein. Personne peut vous garantir un résultat, à part ranker sur votre nom de marque, et encore, on sait jamais, tu vois. Donc, résultat garanti, ça existe pas trop. Ensuite, il y a du bullshit au niveau des résultats quantitatifs, mais Genre pas le rentables report. en fait. Donc ça, bon, Le j'espère. reporting, tu veux De dire, quoi? les Looker Studio qui sont filtrés ou Non, non, plutôt dans les résultats en tant que tels, genre tu vois une campagne qui performe entre gros guillemets en mode le trafic augmente, les positions augmentent, mais aucun mot-clé business et pas d'intérêt business pour le client. Ça, je pense que ça existe de moins en moins, hein, mais je pense qu'il y a quelques années, à mon avis, c'était ah quand oui, même non, ça un peu plus existe répandu. clairement. Et puis même, ça des choses qu'on a vu passer à l'agence en reprenant des clients. Tu vois, par exemple, le Google Ads, dans leur performance, t'as la campagne marque. Donc ils disent ROS 3, mais en fait, Ouais. t'as la moitié du trafic qui vient sur tu sais, par exemple, tu tapes, je sais pas moi, tronçonneuse le roi Merlin. Bah forcément, c'est pas grâce à toi que tu aurais été. C'est pas l'annonce qui est premier, Ouais, ça de aurait ouf. été le naturel. Il y a cliqué sur l'annonce, donc ça a coûté du CPC. Et après, tu viens de te jeter des fleurs. Donc oui, il y a c'est plein de façons de manipuler les résultats. C'est pour ça que nous, on aime bien dire, en tout cas chez Mm. SEO Monkey, pour être rentable, c'est du top 3 sur les requêtes transactionnelles. Tu vois, le seul KPI. Tout le reste, ça peut être du bobard. Bah Enfin, oui. c'est pas du bobard parce que c'est des vrais résultats, mais on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, en fait. C'est assez intéressant. D'ailleurs, Ouais. les instituts de sondage le savent très bien, je crois. Mais en gros, tu peux vraiment dire interpréter et faire dire ce que tu veux avec n'importe quel chiffre. Donc, s'il y a bien un KPI, Ouais, tu joues un sur un KPI mot. qui est intéressant, je trouve, c'est le positionnement top 3 sur la requête transactionnelle. C'est tout. C'est ça. Ou si tu as un bon système de tracking, traquer directement le ROI C'est du rare, ça. SEO, Moi, je l'ai jamais fait, revenu en tout cas. total du Parce que SEO. ça vient tellement de partout et tout, c'est chaud, hein, je trouve, de faire ça. Bah, si tu le fais, en plus, tu peux pas segmenter Ouais, le c'est un peu trafic marque compliqué, ou je quoi. trouve. Donc, enfin, en tout cas, à ma connaissance. Mais ouais. Autre bullshit, c'est les audits automatisés, très chers, non personnalisés, non Ah ouais, moi triés j'en ai et eu pas un une fois, pertinents un en fait. consultant, un Donc, de mes premiers CDI, je sais pas si je fais bien de le dire, ouais. qui, bah du coup, fait un audit, genre, il a fait une extraction, et il l'a présenté au client comme ça. Et genre, c'est un audit Ok, ouais. c'était un audit complet, genre à 1500, 2000 euros. Tu vois. Je me suis aperçu de ça. Ah ouais. Ouais, c'est Je me des suis dit, ordures. bon, comment je vais le virer? Pardon, comment je vais le virer, quoi? Je me suis dit, vraiment, et du coup, bah, c'est pareil, tu vois, de lui, parce que, ouais, c'est vraiment chaud, quoi. Et puis, je comprends que ça puisse arriver en agence, en freelance, mais c'est chaud ce que tu peux vendre et que le client en face, il se rend même pas compte, parce qu'en effet, t'as un document de 100 pages, extraction qui t'a pris littéralement 30 minutes, quoi. Hmm. Et le mec en face, le client, il arrive, il sait même pas par où commencer. Il y a plein de recos Bah, qui c'est pour ça servent que à rien. le Enfin, gros red flag que c'est tu en parlais violent. tout à l'heure, en fait, ça revient là-dessus, c'est les gens qui complexifient. Tu complexifies,
Tu Ouais. présentes un truc bullshit et tu complexifies. Mais ça marche dans tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire que, je sais pas moi, dans n'importe quel secteur d'activité, un mec qui complexifie, au lieu d'essayer de simplifier les choses et t'expliquer en mode 20-80 ce qu'il faut faire, c'est qu'il te bullshit. Et donc ça aussi, c'est un vrai red flag, le côté un peu, je suis un SEO tech, que je peux rien t'expliquer parce que c'est trop compliqué, etc. Tu peux faire des trucs très très compliqués en simplifiant et en essayant d'être pédagogique, tu vois. Par exemple, je sais pas, tu fais de l'automatisation avec Xenoposter comme Anto des Wizards, tu vois, c'est très très avancé en mode tech, tu vois. Et il t'explique ça le plus simplement possible, il t'explique avec ses mots, etc. Tu vois. Généralement, Ouais. tout ce qui est, on parle de bullshit, mais tout ce qui est complexifier des choses, c'est très mauvais signe, quoi. Mm. Un autre truc aussi, les agences premium, entre guillemets, qui sous-traitent en offshore et qui ne le disent pas aux clients. Et ça, je crois vraiment que c'est assez monnaie courante, hein, malheureusement. Alors, moi, bon, celles que je Et connais, en tout cas voilà. les grosses, je crois pas en connaître qui en font vraiment du offshore parmi les grosses. De toute façon, Après, ouais, tu je le vais sais pas pas, donner de nom, hein. mais je sais qu'il y en a une qui a un bureau à Casablanca, mais je pense pas que ce soit pour faire du offshore. Je pense que c'est plus une attache personnelle. Mais Ok. mais euh, mais globalement, en fait, quand t'es, en tout cas, les grosses agences ont une typologie de clients qui est tellement gros compte qu'ils n'ont pas besoin de faire d'offshore. En fait, ils ont juste suffisamment de marge pour payer des CDI et que ce soit des conseillers de qualité, tu vois. Et ils n'ont pas intérêt à faire de l'offshore. Par contre, justement, tout ce qui est petite agence un peu planquée, qui n'ont pas trop pignon sur rue et tout, même le modèle genre deux fondateurs que des freelances autour d'eux, ça pue, ça pue carrément quoi. D'ailleurs, il y a des agences, modèle Ouais, agence. ouais. Ouais, Ouais, ça existe, hein. Surtout, à l'époque, ça existait pas mal il y a quelques années pour les contenus. Genre des agences qui vendaient des contenus soi-disant premium et tout et qui étaient full offshore en fait. ouais. Maintenant Ça avec existe vraiment. l'IA, c'est plus trop le cas, mais Bah oui, non. Voilà. Après, j'ai noté campagne sans suivi des résultats. Ça, je sais pas si ça existe énormément, mais ça peut être. J'en ai pas croisé personnellement, mais je me dis ça doit exister quoi. Genre vraiment, on fait du SEO, mais il n'y a pas de retour. Mais après, je pense pas que ce soit voué à continuer ça parce que si tu fais ça, une campagne vraiment sans suivi des résultats pour le client, je pense que le client se barre très rapidement en fait parce qu'il comprend pas ce qui se ouais. passe C'est et plutôt suivi des voilà. résultats manipulés, comme on l'a dit avant, quoi. Oui, c'est vrai. Ça, j'ai même Bah, pas noté, mais c'est on vrai en que a ça parlé. existe. Hein, c'est horrible. Tu fais un Looker Studio et Ouais. tu mets les slides Ouais. que tu veux, quoi. T'as toujours des slides vertes, hein. Tu peux toujours aller chercher du vert, Mm. hein. Que ce soit ton impression, ton CTR sur un tel silo sémantique et tout. Ça, c'est. Ouais, non, c'est nimp. Un autre truc par contre que je vois très souvent, c'est des agences 360 qui vendent du SEO genre très cher comme s'ils maîtrisaient, alors qu'en vrai en interne ils ont aucun profil compétent. Et j'ai bien mis sur mon plan, ça dépend du prix, parce que si c'est pas vendu cher ou que c'est pas vendu comme un truc de fou, pourquoi pas, tu vois, ajouter une surcouche SEO à ta presta, création de site, ok. Mais si c'est vendu comme un truc de malade et qu'en fait en interne c'est juste un alternant qui fait des trucs vite fait là en se formant en même temps sur des blogs et tout, bon, c'est voilà. Et je sais que ça existe quoi Ouais. malheureusement. Bah, nous, typiquement, on partage nos locaux avec une agence qui n'est pas bullshit, je vous rassure, qui s'appelle La Quincaillerie. Et tu vois, ils ont une seule consultante Ah bah oui. SEO pour l'instant. Et en fait, elle fait quasiment audit rédaction. Donc tu vois, elle est en CDI depuis 2 ou 3 ans, donc ça gère, hein, c'est pas du bullshit. Mais en effet, tu vas pas avoir Ah, c'est cool. toute l'émulation d'une agence qui a toute une expertise, où en fait, il y en a un qui a fait une migration, il y en a un qui a fait du SEO international, il y en a un qui a fait de la rédac un peu plus classique. Là, tu vois, on a signé un truc marrant aujourd'hui, on a signé une estimation de site. Quelqu'un qui veut racheter un site. Donc tu vois, Ok. je réfléchis comment faut faire. Bah, finalement, on a pris on va extraire les requêtes top 3, top 10, top 20, CPC, coût par clic Google Ads, avec un ratio différent. Quand tu es en top 3, tu multiplies par 0,6 ou 0,5. En gros, tu estimes faire à peu près 50% du trafic. Quand tu es en top 10 de la table, bah, tu multiplies par 0,3 et en dessous 0,1, tu vois, tu les gardes quand même un petit peu. Tu vois, c'est marrant, mais c'est des notions qu'un consultant SEO dans une agence 360 ne saura jamais, pourra jamais répondre à un besoin technique, quoi. Donc c'est pas forcément des mauvais consultants, des mauvaises intentions, mais par contre, faut pas qu'ils se perdent à proposer des accompagnements qui finalement ne peuvent pas réaliser, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, de toute façon, c'est toujours le.
le delta entre ce qui est vendu, ce qui est promis et ce qui est délivré en fait. Si c'est très clair dès le début que c'est pas survendu, il y a aucun problème avec le fait de proposer des prestats SEO en tant qu'agence 360, hein, évidemment. Ensuite, on a facturé des actions inutiles. Ça, j'ai noté, voilà, passer de 90 à 100 un score PageSpeed. Ça, je pense que c'est pas forcément un truc bullshit fait exprès. C'est plutôt parce qu'à mon avis, il y a un manque de connaissances en interne, tu vois, l'agence ou le prestataire qui fait ça, il pense qu'il faut faire ça. Et du coup, il se retrouve à facturer, à passer du temps, à mettre du cœur dans un truc totalement bullshit et qui vaut pas du tout son prix et ça sert à rien de passer du temps dessus. En fait, il aurait mieux fallu optimiser la top page catégorie du site, quoi. Donc voilà, ça, je sais que ça peut exister aussi. Des fois même, c'est des SEO qui sont un peu trop geekos et qui veulent tout faire parfaitement. Ils veulent se donner un air technique, tu vois, ils veulent se prouver qu'ils sont forts à eux-mêmes et tout. Et du coup, bah, ils considèrent pas forcément les enjeux du client. Ils veulent juste faire tout au max, tu vois, en mode performance pure et dure, mais décorrélé totalement de la rentabilité. Bah ça nous arrive même à moi personnellement Ça, sur le site des SEO Monkey, ça peut m'arriver, tu vois. Genre, si je vais sur la Search Console, je vois 300 ouais, pages de dans passer trop de l'indexé, temps. je suis capable de, parce que j'ai juste envie qu'elle soit plus belle la Search Console, pas parce que je veux ranker, de passer une journée à Ah, je suis essayer de mort. voir comment je peux faire. Bah là, je l'ai fait hier, je crois, ou avant-hier, parce que et du coup, je me suis rendu compte, tu vois, pour info, que j'avais genre 500 pages non indexées, parce qu'en fait, du coup, j'ai refait une refonte, j'ai fait plein de pages de redire, tu vois. Donc tout ça, ça s'est désindexé. Ouais. Et tu vois, ça m'embêtait. Donc j'avais des 404, j'ai pu les corriger. J'avais ça, donc j'ai fait des redires. Et j'avais plein d'autres choses un peu, tu sais, au niveau des robots TXT. Et en fait, tu vois, quand tu parles à ChatGPT, tu te rends compte que en fait, ça sert à rien. Les corrige pas, laisse, hein, c'est la Search Console. Ou alors, tu sais, passer en vert sur les PageSpeed, tu sais, sur les webperfs de la Search Console, alors qu'en fait, ça descend, ça remonte et tout. Ça peut être un piège, en effet, en termes de temps Ah de bon, on est en travail. plein dedans, ouais. Bah, les pires trucs où tu peux passer beaucoup de temps pour pas grand chose, c'est toutes les petites alertes de la GSC, c'est toujours des trucs très compliqués à corriger, mais finalement qui n'apportent Ouais. pas grand chose en termes de résultats. Bah, quand tu commences à faire un audit Search Mm. Console, généralement tu peux vite te perdre avec toutes les petites alertes. Ouais, non, faut toujours prioriser, hein. Après, c'est ça, c'est que souvent, c'est pas malveillant ou quoi. Le mec se dit pas, je vais passer du temps sur des trucs nuls et comme ça, je vais l'arnaquer et il va me payer super cher. C'est plus que lui-même pense que c'est bien ou alors qu'il est un peu trop perfectionniste, quoi. Voilà. Et après, pour terminer avec les prestataires, j'ai noté les scams classiques de la presta digitale. Donc, en fait, c'est le combo Ah, engagement sur plein d'années plus peu de taf au final qui est fait tous les mois. Donc ça, bah, il y a en SEO, il y a dans d'autres ah, ça, il y en thématiques. a un. Moi, j'en ai des cas comme ça. J'en ai des incroyables. Donc ça, moi, j'aime bien dire Ouais, c'est la t'en croises prise souvent. d'otage, tu vois. Et t'as deux modèles, en fait. Et souvent, c'est les mêmes modèles. Ouais. C'est des agences qui font des petites mensualités, qui te mettent sur leur techno interne, donc leur CMS maison. Je connais pas le nom du CMS, mais c'est un CMS, comme ça tu vois le client, il peut quand même intégrer ses petites pages et tout. Et sur leur hébergeur. Et alors, du coup, tu peux pas partir. Légalement, ils sont solides. Et généralement, ouais, c'est vraiment des arnaques. Après, ça peut être un peu adapté à certaines boîtes. Hein. Quelqu'un qui veut vraiment pas faire de SEO, mais bon, c'est quand même con. Mais tu vois, qui veut vraiment pas faire de SEO, il peut avoir des résultats en passant par, je sais pas moi, ce genre d'entreprise qui va te prendre 3 ans d'engagement à 300 euros par mois. En fait, il va juste te créer ton site en lancement de projet, donc tu serais gagnant. Et après, il va faire linker les sites de toutes ces entreprises entre elles. Euh, mais bon. Ouais. Il faut bien faire gaffe, quoi. Après, j'avais noté le truc de, pareil, la propriété du nom de domaine, de l'hébergement, que tu peux ne pas être propriétaire, quoi. Donc voilà. C'est les scams classiques. Ensuite, on a les créateurs de contenu pour terminer cet épisode-là. D'ailleurs, dites-nous là si vous êtes présent à 47 minutes. Les créateurs de contenu, donc j'ai mis LinkedIn et TikTok. Donc, enfin, quand je dis TikTok, c'est les formats verticaux, hein, les vidéos verticales, donc YouTube Short et Insta Reel aussi. Ça, en fait, le problème, c'est qu'il y a quand même pas mal de tips un peu pourris que les mecs n'ont même pas testé. Et souvent, c'est du contenu qui a été recyclé autre part, en fait. Genre, tu vois, ils ont vu un super post qui a marché aux US, ils ont copié-collé sans même se demander si c'était utile ou quoi. C'est pas la majorité des contenus quand même. Enfin, sur TikTok peut-être. En tout cas, sur LinkedIn, moi, j'ai de plus en plus de contenu qualitatif. En même temps, l'algorithme me montre les personnes avec qui j'interagis, donc forcément, ça devient plus qualitatif.
Et aussi, l'autre problème, c'est le mensonge par la simplification. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui sont vraiment trop résumées et on connaît les dérives, c'est que voilà, il n'y a pas de contexte. Mais ça, c'est pareil, j'ai l'impression que ça arrive de moins en moins parce que les gens se font quand même assez défoncer en commentaire quand ils font ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelques années, c'était vraiment monnaie Moi, c'est courante marrant, et que ça m'a maintenant jamais les gens choqué. Je prennent un sais peu que de pincettes. il y en a pas mal qui se sont plaints de ça. Mais moi, ça m'a jamais dérangé de voir des contenus qui simplifient. Justement, on parlait des gens qui complexifient. Moi, je préfère quelqu'un qui simplifie. Je préfère quelqu'un qui simplifie. Ouais, mais si c'est Bah, mal honnêtement, c'est simplifié, rare quand même de voir quelque chose de faux. Moi, j'en vois pas. J'ai pas en tête un compte qui... bah moi je te donne un exemple, c'est que des fois, j'ai vu des posts qui confondaient par exemple causalité et corrélation, tu vois. Et ça, Comme quoi, par c'est exemple? dérangeant. Et ben un post qui va te dire, je te reprends un exemple parce que sinon, euh, un post qui va te dire, voilà, j'ai remarqué que la plupart des pages dans le top 5, je sais pas, je te dis une bêtise, elles ont un smiley dans le title, alors pour moi, en fait, c'est un facteur de ranking, alors qu'en fait, non, pas du tout, tu vois. Enfin, des fois, il y a des trucs comme ça. Là, c'est pas le bon Ouais, exemple, je vois mais ce que tu veux parce dire. que j'ai envie de citer Non, mais ouais, personne, c'est mais personne. Mais en voilà. vrai, en tout cas, moi, tu vois, si ça te parle, c'est-à-dire qu'il y a des raisons. Mais je sais que t'es pas le premier, hein. Mais moi, tous les gros comptes que je pense qui, tu sais, qui sont plus en mode, on fait beaucoup de reach et on simplifie les choses simplement et tout. Bah, j'aime beaucoup leur contenu, en fait. Je trouve que c'est hyper pertinent, c'est super intéressant, c'est Non, même mais intelligent. Moi, des fois, on tu vois, je s'entend, me hein. retrouve à consommer du contenu, tu vois, de ce type de contenu, et j'apprends des choses. Même moi qui suis dans le SEO en mode un peu plus, tu vois, tech et tout, Ouais, tu ouais. vois, depuis longtemps. Je suis là, ouais, c'est trop bien, on a eu la même problématique, je vois comment tu interprètes la chose, Mais, un peu différent de moi et tout, et je trouve ça sympa. ouais, ouais. Non, mais en gros, c'est ça. C'est pas la majorité des contenus que je vois, encore une fois, je le répète, mais il y a des fois des corrélations qui est confondue avec causalité. Et des fois, l'autre truc, c'est des conseils qui sont donnés, qui sont un peu survendus comme si ça allait tout changer à ton SEO, alors qu'en vrai, on sait que c'est pas vraiment ça qui fait la différence, tu vois. Ouais. Enfin, bon, bref. C'est vraiment pas monnaie courante, hein, et je pense qu'il y en a qui se plaignent un peu trop de ça, notamment des gens sur Twitter qui ont pas mal clashé les SEO LinkedIn par rapport à ça, alors qu'il n'y avait pas autant matière à se plaindre, mais ça existe quand même, tu vois. C'est vrai que 2-3 fois, je suis quand même tombé sur des posts où je me suis dit bon. Et là, on parle de LinkedIn, mais sur TikTok, Ah mec, ouais, par j'ai contre, c'est pas un carnage, TikTok. hein. Parce que là, tous les deux, on parle un peu de LinkedIn implicitement, mais je te jure que sur TikTok, c'est vénère parce que sur LinkedIn, tu as quand même affaire tu t'adresses à des gens un peu smart qui peuvent vérifier les infos, qui sont renseignés. Sur TikTok, c'est vraiment juste faire du buzz en fait. Ouais, je vois. Donc des fois, tu as vraiment des. En fait, j'avais fait 2-3 vidéos là-dessus hein, sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, faudrait que j'en refasse une à l'occasion, c'est quand même marrant. Où c'était React à des TikTok qui parlent de SEO. Et je te jure, mec, il y a des dingueries des fois qui sont dites. Hein, enfin, j'en ai même plus en tête là, mais bah, comme le mec qui dit que le pauvre, il a fait le tour d'internet. Comme le mec qui dit que la balise title ne sert à rien, tu sais. Ouais, là, tu cherches quand Tu vois, même la enfin, merde. bah oui, voilà, mais c'est genre prendre la parole, avoir un hook, une accroche de ouf, dire des choses avec conviction, et tu sais que ça va te faire un bon TikTok, mais en fait derrière, tu t'en fous de la véracité des propos et voilà. Donc sur TikTok, c'est très courant. Sur LinkedIn, Sur beaucoup X, moins, toi, tu cites pas et de moins X en comme moins, je si que pense. c'était tu sais, l'endroit où il y a que les experts et tout, mais en fait, moi, je me rends compte que X, il y a aussi beaucoup de black hat, entre guillemets, tu vois. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de crades, ce que tu peux trouver sur X, tu vois. Genre des recos peu recommandables que je ferais pas sur mon site, tu vois. Alors que la reco très simplifiée de LinkedIn, finalement, elle est plutôt sympa, tu vois. Je Oui, sais oui, pas bien s'il y a sûr, du ouais. tête des trucs. Bah, par Bah, exemple, Pop ouais, ouais. Trafic, achat de trafic, tu sais, des trucs, en effet, ça peut être bien, mais moi, je préfère éviter, tu vois. Donc, en vrai, même sur... Bah, oui, ça dépend des objectifs, ça dépend de ta vision. Si tu bosses sur des clients, déjà de base, tu peux pas te permettre Ouais. de tout tester comme ça, ouais. Mais ouais. Donc voilà, on a fait un bon petit tour. Est-ce qu'on se fait les Bah, moi, j'ai questions eu le temps parce que j'ai un internautes? rendez-vous à Elles sont 18h30, marrantes en donc plus. si tu veux. Vas-y, bah c'est parti. Alors, on a déjà Cyril Jouot, que je salue.
Il nous fait une petite question troll. Mon concurrent a 1000 mots. Si je fais 5000 mots et que j'intègre mon mot-clé dans tous mes titres, est-ce que je peux être premier? Oui, évidemment. C'est vraiment ça le SEO 2025. Romain Langlais qui met le point sur un vrai truc, un vrai sujet. Pourquoi les SEO sont nuls en data et calcul du ROI? Et ça, c'est un vrai sujet. Et moi, le premier, je sais que je suis pas forcément le meilleur. Tu vois, j'ai un template. Romain, si t'écoutes le podcast, moi, j'ai un petit template Looker Studio qui roule bien. Mais sur toute la partie, justement, traquer les conversions et tout, eh ben, je suis pas du tout expert Google Analytics. Alors, j'ai les bases. Donc, si le client a bien setup son truc, GTM, tout ça, j'arrive à faire un truc sympa. Mais en discutant avec le client, en voyant quels indicateurs reprendre et tout. Et j'irais même au-delà avant de laisser Antoine répondre. C'est que moi, fondamentalement, c'est pas un truc qui m'intéresse à fond. C'est-à-dire que j'aime bien avoir des résultats. Maintenant, les traquer de manière fine et tout, je le fais vraiment pour le client. Mais sinon, moi, pour mes sites perso, par exemple, quand j'avais même mon site d'affiliation là sur la Way, bon, c'est pas un site de giga ampleur, on s'entend, mais je regardais globalement dans la GSC comment ça roule, mon suivi de position sur certains mots-clés précis, et surtout la variation du chiffre d'affaires et des commissions que je fais chaque mois. Et c'est tout, tu vois, je commençais pas trop à me prendre la tête. Donc voilà, je pense que c'est aussi dans une dynamique 20-80, mais évidemment que pour des gros sites, des grosses marques, c'est absolument fondamental. Ouais, bah en fait, T'en penses quoi, moi, toi, Antoine? j'en pense qu'au fond, on a raison. Parce que la meilleure chose, en fait, le meilleur KPI, c'est pas le ROI. C'est un peu contre-instinctif, hein. Mais en fait, le ROI, il vient à terme. Et par exemple, tu vois, c'est ce qu'on disait, quand tu fais une création de contenu, l'objectif, c'est pas d'avoir un client, tu vois, c'est de donner un maximum de valeur. Donc c'est pareil quand tu crées une page, etc. Et du coup, dans ce mix marketing, le ROI, c'est un KPI qui est hyper important parce que du coup, il y a des investissements, il faut qu'il puisse être rentable. Mais pour le vrai consultant, celui qui est le charbonneur, ça c'est plus un KPI de client. C'est pas un bon KPI d'opérationnel. Celui qui est vraiment bon dans l'opérationnel, il faut même pas qu'il se prenne la tête avec ça. C'est même pas son problème en fait. Si le client est rentable, c'est tant mieux. Donc au fond déjà, je trouve qu'il y a c'est une bonne chose presque, contrairement à la publicité où là tu capitalises pas. Donc forcément oui, tu vas chercher le ROI. Mais dans tout ce qui est vraiment marketing long terme, etc., le ROI c'est presque quelque chose qui va te faire des bêtises, qui peut te faire des bêtises par rapport à une stratégie vraiment de création de contenu vraiment clean et tout. Et en plus, c'est super dur à calculer. Le ROI en SEO, c'est même impossible à calculer, on va pas se mentir, tu vois. T'as pas des pixels dans tous les sens comme avec les régies. Tu sais pas trop d'où vient le trafic. Tu peux facilement te jeter des fleurs alors que c'est pas dû à tes actions. Donc moi, j'aurais tendance à dire, même le pur retour sur investissement, c'est pas quelque chose qu'on traque chez SEO Monkey, alors qu'on pourrait potentiellement le mettre en place, parce que j'ai l'impression que, bon voilà, tu mets le top 3 sur tes requêtes transactionnelles, t'es déjà très 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 honnête en termes de projet, quoi. Mais ouais, c'est un vrai sujet. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. En fait, ça dépend des projets, je pense. Je pense qu'il y a des projets où tu peux pas te permettre de pas le Bah, faire et regarde, par d'autres où, exemple, Loïc où Elias de tu peux. Decathlon qu'on a reçu, c'est quoi son KPI? C'est les 1000 mots-clés à maintenir en top 3. Tu sais, il nous a parlé de ça. Ouais, ouais, ouais. Bah après, il y en a Sûrement, peut-être mais d'autres quand aussi, même, hein, tu mais vois, ouais. ça rejoint ce qu'on dit. C'est qu'en vrai, le vrai KPI, c'est les positions des requêtes transactionnelles et tu te fais pas chier à calculer combien j'ai généré en SEO, parce que de toute façon, c'est complètement faussé dans tous les cas. Donc, Ouais. Moi, j'avais quand même là pour un client, j'avais setup, pardon, j'avais setup le revenu total SEO et en fait sa variation d'une année à l'autre. Donc de janvier 2025 par rapport à janvier 2024. Ça, c'est pas trop mal quand tu bosses avec un client sur le long terme parce que du coup, ça évidemment t'annule la question de la saisonnalité. Et voilà, je trouve que c'est un truc qui peut être cool quand même. Mais bon, faut que ce soit bien setup côté client. Encore une fois, là, j'ai un autre client, par exemple, il y a rien qui est bien setup. Bah, on peut rien faire en niveau ROI conversion et tout. Enfin, on va essayer évidemment d'arranger ça, hein, mais voilà. Je vais prendre une dernière question. Donc déjà, merci à tous pour vos questions. On en a eu pas mal, mais on va pas toutes les traiter. Aussi, il y a deux questions qui sont marrantes. Grégory Perrin, pourquoi les SEO débarquent sur LinkedIn avec des commentaires IA
Et ça, c'est vrai que putain, je me rends compte, c'est insupportable. Alors, c'est pas que le SEO, hein, c'est juste depuis que les gens utilisent ChatGPT et ont compris comment s'en servir. Les commentaires IA sur LinkedIn, c'est voilà, c'est nimp. Et il y en a vraiment beaucoup, hein, automatique et tout. Donc bref, là, c'est un petit aparté quand même, mais bon, ça existe et c'est chiant. Et donc, je sais pas pourquoi. Je pense qu'ils veulent, ils se disent, en fait, moi, je pense, mon avis, c'est qu'ils se disent, ouais, il faut être présent sur LinkedIn. Je comprends pas LinkedIn. Je suis pas bon à faire des posts LinkedIn. Alors, je vais essayer de vampiriser un peu la visibilité des autres en mettant des commentaires automatiques sous leurs posts, en apportant de la pseudo-valeur automatiquement. Et voilà, les gens vont me suivre et puis je vais faire du branding comme ça. Évidemment, ça marche pas. Hein. Ou alors dans une moindre mesure, mais bon, bref. Et moi, ça me saoule. Des fois, je réponds aux gens, je fais commentaire ChatGPT pour d'interrogation, parce que vraiment, c'est chiant, quoi. Ouais. C'est vrai que je les vois passer aussi. Enfin, bon, bref, voilà. Après, c'est rien, c'est plus marrant qu'autre chose, mais en fait, ce qui est chiant, c'est pas d'avoir un commentaire IA sous son post, c'est que tu te dis, quelle est la dynamique du mec derrière, en fait. Le mec derrière, c'est genre un petit rat qui essaye de gratter. Il met des petits commentaires là comme ça, en mode haha, j'ai trouvé le petit filon. Mais tu sais, enfin, tu vois bien que ça marche pas ton truc. Je sais pas. Tu vas pas me dire que t'as eu des leads grâce à tes commentaires IA. Tu vas pas me dire que t'as gagné plein d'abonnés grâce à ça quand même. Mais bon, voilà, moi je dis autant rien faire en fait. Mais bon. Dernier sujet, dernière question. Il y en a eu d'autres. Hein, merci à tous. Pourquoi les SEO, je la trouve intéressante et je lui ai répondu direct, mais pourquoi les SEO ont besoin constamment de se mettre en avant sur X ou YouTube dans le but de proposer une formation alors qu'ils prétendent avoir la formule pour générer du pognon. Donc ça, c'est plus une question pour X et tout, je pense. Et en fait, je lui ai répondu, c'est facile, diversification des revenus. Et je lui ai dit, même si t'es bon, en fait, tu dépends toujours à fond d'un algorithme. Donc en fait, autant sécuriser avec autre chose. Et je pense que c'est ça la clé, c'est que ok, il y a peut-être des mecs qui mentent sur ce qu'ils savent faire pour vendre une formation. Encore que je pense que tu te fais éteindre un peu quand même publiquement si tu fais ça, si tu fais vraiment une formation pourrie. Mais pour les autres, je pense que c'est vraiment diversification des revenus en fait. Je sais pas, t'es bon en SEO à Google, bah regarde là, il y a l'IA qui arrive, ça change toutes les règles du jeu, ça se trouve, tu deviens obsolète, tu vois, en 2 secondes. Donc si t'as une formation à côté qui t'apporte un peu de passif, autant le faire, hein, franchement, c'est pas dégueulasse. Ouais, Comme clairement, j'avoue, je te rejoins. Bah toi, typiquement, Paul, t'en as lancé une petite, je crois, quand même. Finalement. Ouais, j'ai lancé une formation sur SEMrush d'ailleurs. Bah ouais, en gros, c'est pour faire tout son SEO avec SEMrush. Donc en fait, les gens, d'ailleurs, c'est pas une formation pour utiliser SEMrush. Enfin, si, mais c'est surtout une formation pour faire du SEO en fait. C'est-à-dire qu'avec cette formation-là, tu peux vraiment faire du SEO, ta recherche de mots-clés, ta veille concurrentielle, tout ce qu'il faut, tout avec un outil qui est SEMrush. Voilà. Donc c'est la petite première formation que j'ai lancée, et dont je suis très content. Et puis voilà. Hein. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres points, toi, Antoine? Moi, ma voix est en train de mourir là. Bon tour. Je trouve qu'on a fait un bon tour. Donc, ouais, franchement, petit épisode très tranquille. Très sympathique. Ok. Et bah top. Et bah à tout le monde, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.